Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel, ta bonne investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mars 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, de retour après plusieurs semaines d'absence. Voilà, ici toujours en République dominicaine pour ma part, sur un gros projet immobilier. Donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps de faire de mise à jour sur le marché des crypto-monnaies. De toute façon, il ne s'est pas passé grand-chose sur le secteur des crypto-monnaies. On reprend un petit peu sur un rythme habituel, on va dire, avec bientôt le printemps qui s'annonce sur, on va dire, cette atmosphère un petit peu particulière avec cette guerre, ce conflit russo-ukrainien. Je vous ai fait, il y a de cela un jour ou deux, la mise à jour du Bitcoin sur l'analyse mensuelle. On va enchaîner avec l'analyse journalière du jour. Allez, avec le BTC sur les 44 000 $, l'ETH qui prend plus d'1% à 2 966 $, Solana sur les 100 $, le DOT sur les 18,60 $, Luna sur les 92,67 $, le BNB qui prend plus de 0,6% à 410 $, AVAX dans le rouge à 84 $, XRP qui perd 0,5% sur les 77 centimes, Cardano toujours sous le dollar qui perd plus de 1,7% à 94 centimes. On a le Dodge également sur les 13 centimes, LTC sur les 111 $. On a Atom dans le vert foncé avec ZEC également dans le vert foncé comme Osmo et FTM. Voilà, un petit peu de rouge, un petit peu de vert. C'est assez hétérogène aujourd'hui sur la map. Mais voilà, on a des variations comprises entre moins 0, moins 0, 3%. Enfin, voilà, on va dire qu'on est entre du moins 2 et du plus 2% globalement. Donc c'est assez flat aujourd'hui. On va regarder le Scalpex Index avec le Crypto Fear and Greed Index, toujours dans le Fear avec 39 points hier. Il me semble que nous étions dans le neutre. Donc on rebascule un petit peu dans le Fear. Les réseaux sociaux sont toujours dans le Up et l'Order Flow et dans le neutre. Regardons ce que font nos amis de Grayscale qui, eux, ne changent pas d'un iota leur stratégie, puisque regardez les 3 colonnes 24 heures, 7 jours et 30 jours qui sont dans le rouge, à part Solana sur le mensuel qui est à l'achat. Tout le reste, c'est de la vente. Voilà, donc on a hier encore 35 BTC de vendus, 214 ETH, 994 ETC. On a une valorisation totale du portefeuille Grayscale à 38 milliards de dollars. Donc rappelez-vous, on a connu un portefeuille sur les 45 ou 50 milliards. Donc vous voyez, même Grayscale a perdu une dizaine de milliards de dollars sur ce portefeuille-là en l'espace de quelques mois. Bon, après, est-ce que bien évidemment, c'est préjudiciable pour Grayscale? À mon avis, non, puisque Grayscale est en train de vendre tous les tokens avec plus-value. Donc, comme quoi, la plus-value latente, c'est très important à comprendre que ce n'est qu'une plus-value latente et que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné d'argent. Donc c'est pour ça que même Grayscale, qui avait un encours de 45 ou 48 milliards de dollars il y a de cela quelques mois, comme il n'avait pas tout vendu, voilà, aujourd'hui, sa valorisation a fondu d'une dizaine de milliards de dollars. Maintenant, bon, est-ce qu'on est sur un bottom? Si tel est le cas, peut-être que Grayscale va peut-être commencer à recharger. En tout état de cause, je ne vois pas Grayscale pour le moment recharger. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un réel bottom ou pas? On va le voir d'ici dimanche 20h heure américaine, puisque on parlera tout à l'heure du BTC et de ce W Weekly qui est en train de se profiler sur le BTC, à voir si c'est un W Weekly qui est fiable ou pas. Regardez l'action Riot Blockchain qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies en unité de temps mensuelle. Bon, là je vais basculer en hebdo puisque nous on
fait une analyse hebdo ici. Là encore, hein, on le voit ici, ce futur W potentiel. Vraiment, pour avoir ici un W potentiel, il faut casser la ligne de coup. Je vais vous la montrer pour ça. Hop là, on va essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc, je vous rappelle quand même qu'on avait un flag baissier ici qu'on a cassé par le bas, hein, en cassant ce canal ici par le bas. On valide la cassure de ce flag baissier et donc on avait un objectif sur les 9,08 $. Pour le moment, on est un plus bas sur les 12,90 $. Donc, est-ce qu'on va aller à notre objectif de 9,08 $ ou est-ce qu'on va justement instaurer ce bottom? On a exactement le même type de W ici, weekly potentiel, hein, qui est vraiment en train de se former avec un creux ici et un creux plus haut ici. Alors pour le valider, on va ici voir ensemble tracer plus ou moins la ligne de coup. Voilà, la ligne de coup est ici. Voilà, la ligne de coup est sur les 20,94 $. Nous sommes actuellement à 17,73 $. Donc il va vraiment falloir clôturer au-dessus de ces 20,94 $ en weekly pour pouvoir valider donc ce gros W qui validerait tout simplement le retournement de cette tendance à la hausse. Bien évidemment, premier palier, si cela devait se confirmer, c'est le premier arrêt au 38,34 $. Il faut absolument casser ce premier arrêt pour mettre fin d'un point de vue Fibo à la baisse du jour. Pour le moment, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend. Donc on est en tendance baissière et bien évidemment si nous venions à poser un bottom ici, les objectifs, hein, les targets, c'est les 38,2 dans un premier temps et ensuite la zone de rechargement de short entre les 54 $ et les 65 $ pour Riot Blockchain. Voilà, les indicateurs techniques qui sont toujours à l'intérieur, qui évoluent à l'intérieur de structures triangulaires comme ici pour le momentum, hein, puisqu'on est en train de valider un W tout simplement pour le momentum. Attention, la semaine n'est pas terminée, donc à voir si le momentum clôturera au-dessus des moins 33,06 points ici. Là encore, je vais le noter, c'est la ligne de coup de ce W ici, vous voyez. Voilà, donc si on arrive à clôturer au-dessus, ça sera encourageant pour aller retester la résistance ici en rouge et au passage repasser en territoire positif pour que les acheteurs reprennent la main sur cette action. Au niveau du RSI, là encore, on est dans un W potentiel ici également. Je vais vous noter la ligne de coup. Ici, à l'intérieur d'un biseau descendant, je vous rappelle que le biseau descendant c'est quand même une figure bullish qui a plutôt tendance à être cassée par le haut, donc ça c'est l'aspect positif. Il faudra donc casser la résistance oblique baissière ici en rouge pour donner le top d'une future jambe de hausse, hein. Pourquoi pas aller rejoindre la zone ici de surachat sur les 70 points. On voit que ça fait très longtemps maintenant qu'on évolue dans ce biseau descendant et la première des choses, ce sera de valider en hebdo, donc tout simplement les 41,15 points sur le RSI pour valider ce W qui donnera justement le top pour aller retester la résistance. Regardez, la dernière fois qu'on a eu un W, il était ici. On a malheureusement ici on l'a pas validé ou on l'a validé quelque peu, après hop on est redescendu et ce W là par contre il a été bien validé et il a été suivi justement d'une belle hausse pour aller tester la résistance oblique baissière. Donc là faudra valider le W, faudra retester la résistance et ce qui serait bien c'est commencer maintenant à la casser par le haut pour repartir en tendance haussière. Ce que j'aime bien regarder, c'est comme d'habitude William qui est toujours dans la zone ici de survente. Donc lorsque on sera en mesure de repasser dans la box verte, ce sera très encourageant. Là encore ici, W potentiel, si nous cassons à la hausse la ligne de coup sur les moins 83,57 points, donc on surveillera ceci sur Riot Blockchain, une volatilité qui est encore très faible. Voilà pour Riot Blockchain. Le dollar qui n'en finit plus de monter, regardez, ça c'est le graphique que j'ai partagé avec vous hier en mensuel, mais on va voilà, ici gros triangle de compression, je vous le rappelle. On est venu ici tester la base de ce gros triangle en mai 2011 et en mai 2008, ça date pas d'hier.
Et maintenant, on évolue dans un petit triangle à l'intérieur du gros triangle avec voilà, des points de contact ici sur le support. Et on est en train de vouloir retester la résistance oblique du gros triangle, bien évidemment. Ça, c'est assez positif pour le dollar. Si on venait à casser ce gros triangle, ça voudrait dire que le dollar, comparé aux autres devises internationales, il prendrait en valeur. Maintenant, on le sait, les devises, en général, elles perdent de la valeur dans le temps. Mais là, on est vraiment sur du DXY, c'est-à-dire sur un dollar qui est comparé à un panel de devises internationales. On voit ici qu'en mensuel, on a la moyenne mobile à 20 séances qui repointe le bout de son nez vers le nord. Donc on repasse en tendance haussière en mensuel. Donc ça, c'est très encourageant. Si on regarde un petit peu en hebdo, pour rezoomer ici, on avait vu ensemble déjà que nous étions en tendance haussière. On avait un petit peu tergiversé ici entre les 95,5 points et les 96,93 points ici dans cette espèce de canal ici sur les 50% de Fibo. Et là, on a l'air de vouloir aller rejoindre la petite box rouge. Je vous l'avais dit, c'était vraiment notre objectif entre 97,7 points et les 100 points. Maintenant, on va voir comment on va clôturer d'ici dimanche soir ou vendredi, je n'arrive jamais à savoir, je me rappelle jamais si on clôture en hebdo le vendredi ou le dimanche pour le DXY. Bon, c'est pas très important, mais voilà, on va observer la clôture donc de cette bougie hebdomadaire. Si nous clôturons au-dessus de ce canal, eh bien on ira vraisemblablement chercher la box rouge qui n'est ni plus ni moins que la zone de rechargement de short. Donc là, a priori, on devrait avoir des vendeurs qui se montrent. Donc, soit ici, on valide un gros M en weekly, c'est-à-dire que ici, on ferait quelque chose comme ça. Donc, voilà, gros M ici, et on casse la ligne de coup. Soit derrière, on casse par le haut la zone de rechargement de short, et puis on fait plutôt du W. D'accord? Donc, à voir si on est dans une fin de tendance ici dans la zone de rechargement de short pour rebasculer à la baisse. Ça serait justement une bonne chose pour le secteur des crypto-monnaies. Voilà, puisque si le dollar baisse par rapport aux autres devises, ça veut aussi dire qu'on a plus de chances d'avoir un BTC beaucoup plus fort que le dollar. Mais on a quand même connu également des périodes durant lesquelles on avait le BTC qui s'appréciait quand même si le dollar s'appréciait également par rapport aux autres devises. En tout cas, le dollar est tellement fort qu'on voit que l'eurodoll, lui, commence à plonger. Regardez l'eurodoll. Il est, je crois, sur les 1,10$, si je ne me trompe pas. Voilà, 1,1098$. On était à 1,20$ il y a encore pas très longtemps, je vous rappelle. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux avoir des dollars dans son portefeuille que toute autre devise internationale. Donc voilà, tant que on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, tant que on est au-dessus de ce canal-là pour le moment, mais il n'y a pas de péril en la demeure, si j'ose m'exprimer ainsi. Regardez les indicateurs techniques. Toujours à l'intérieur d'un canal haussier avec un W qui s'est formé donc sur le momentum qui repasse en territoire positif. Donc ça, c'est plutôt bullish. Au niveau du RSI, pareil, on l'a vu hier, on est toujours au-dessus de cette trendline haussière. Au niveau de Williams, toujours dans la zone de surachat, donc le DXY en grande forme. Maintenant, ce qui compte, c'est quand même de voir ce qui se passe au niveau de l'inflation et regarder. C'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se passer sur cet actif. Alors, quand je dis cet actif, c'est pas un actif. Alors attendez, voilà. À chaque fois, je me fais avoir par le pinceau. Je vais repasser en hebdo, puisque voilà, bon. Alors, le mensuel, il donne quand même une bonne indication ici. Donc dans les pointillés rouges, c'est le 0. Si on passe en territoire positif, c'est vraiment que l'inflation est hyper élevée et que on cherchera à s'en prémunir, surtout si on est un investisseur malin. Et là, on voit ici que si on arrive à casser les moins 8,11 points, ça c'est la ligne de coup rouge du gros W là. Alors ça ressemble plus à une tasse avec anse, quoique. On va dire que c'est un double bottom. C'est pas un très beau W, mais en tout cas, on est en mensuel là. Donc si on arrive
à casser la ligne de coût, honnêtement, on aura un très très gros signal comme quoi les investisseurs veulent se prémunir de l'inflation et donc ce sera très 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 bon pour les actifs, que ce soit les actifs risqués ou non risqués. En parlant d'actifs non risqués, regardez le gold qui commence à casser toutes ces résistances, même si on a quand même des mèches hautes qui me font dire que bon, pour le moment, ça va, hein, on va dire. On a toujours un gold en mensuel qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances, hein, ce qui veut dire qu'on est en tendance haussière. On casse des lignes de coût de W que j'avais mis qu'on avait identifié ensemble. Donc on avait les 1880$ et les 1918$. Donc on est au-dessus de ces deux lignes de coût. On va repasser en hebdo. Voilà, on voit beaucoup mieux ici. Donc on avait une grosse compression à l'intérieur de ce triangle qu'on a fini par casser par le haut. Regardez la moyenne mobile à 20 séances, maintenant elle est vraiment haussière, donc il n'y a pas de souci. On est en tendance haussière sur le gold. On est venu même toucher les 1975$ sur le gold. Donc on va observer maintenant la clôture hebdomadaire au-dessus de cette ligne de coût sur les 1918$ qui validerait cet énorme W là. C'est vraiment un énorme W qui confirmerait la continuation haussière de l'or, parce que regardez, hein, en fait on a une grosse jambe haussière ici. On a même un AB égale CD, c'est-à-dire que ici, si on confirme la continuation haussière, on devrait pouvoir valider. Voilà. Alors, je vais essayer de dézoomer pour déplacer. Voilà. Ici. Et donc, pattern de type AB égale CD, ça ferait une once d'or à 2714$. Voilà pour la target de l'once d'or ici. Bien évidemment, le contexte du conflit en Ukraine forcément incite les investisseurs à se réfugier dans la valeur refuge qu'est l'or. Donc forcément, et pour le moment, on est dans une tendance haussière. Regardons les indicateurs techniques dans cette unité de temps hebdomadaire, toujours au-dessus d'une trendline ici support sur le momentum en territoire positif, donc tout va bien, ce sont les acheteurs qui sont aux commandes. Également au niveau du RSI, on casse cette résistance oblique baissière, on a cassé ces lignes de coût. D'ailleurs je vais un petit peu faire le ménage parce que là ça commence vraiment, celle-là je ne sais pas ce qu'elle fait ici, je vais garder ça. Voilà. Donc, on va dire que le triangle cassé par le haut, donc forcément, ça se traduit par une hausse sur les cours, c'est tout à fait logique. Et William, qui essaie tant bien que mal de passer en territoire de surachat. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin de repasser en zone de surachat ici. On a un gros support ici en appui. Ça, cette résistance, elle n'a plus lieu d'être. Voilà, et donc pour le moment au-dessus de la ligne rouge, et on attend de repasser en zone de surachat. Voilà, donc pour l'or tout va bien. Le S&P 500 quant à lui qui dégueule un petit peu, qui corrige on va dire. Donc là ça c'est du mensuel, on va regarder un petit peu. Bon, je vous en ai parlé dans l'analyse mensuelle d'il y a quelques jours. On a fait une mèche, on est presque venu retester la moyenne mobile à 20 séances, mais on ne l'a pas fait. Elle est actuellement sur les 4106$ hein, pour la moyenne mobile à 20 séances. Tant qu'on reste au-dessus, on reste en tendance haussière sur le mensuel. Et bien évidemment, on regarde également le premier arrêt sur les 3232$. Pour le moment, on est sur un VTOP. Donc, vous savez que les VTOP, de manière classique, sont amenés à être retestés. Maintenant, voyons un petit peu sur l'hebdo ce qui est en train de se passer. On est vraiment en train de valider une figure ici en forme de M avec voilà, ici une ligne de coût qui est toujours pour le moment assez bien défendue sur les 4223$ ici, puisque c'est cette mèche là hein, qui matérialise la ligne de coût du M. Donc on l'a cassé, mais on est venu faire une mèche en fait plus basse que cette ligne de coût. Donc à voir ce qui va se passer. Du coup on a peut-être une pattern de retournement ici, regardez, puisque
Je vous en parle souvent de cette figure de pattern de retournement sur les bougies, sur les chandeliers japonais. C'est assez impressionnant d'efficacité. Regardez ici, on a la bougie la plus basse. Vous prenez la bougie la plus basse et si vous clôturez sur la bougie suivante ou même l'une des bougies suivantes au-dessus du plus haut de cette bougie, ben on a une pattern de retournement à la hausse. Alors là, actuellement, pour le moment, il faudrait qu'on clôture au-dessus alors je vais vraiment zoomer et vous le montrer ici. C'est ce niveau-là. Je vais prendre l'aimant pour être vraiment précis. Voilà, c'est les 4384 points et pour le moment on est juste au-dessus. Donc voilà, donc si on arrive à clôturer en hebdo vendredi, eh bien on aura une pattern de retournement qui pourra matérialiser le fait qu'on rebondisse de manière un petit peu plus globale sur le S&P 500. Voilà, ce qui voudra dire également que peut-être qu'on n'ira même pas chercher le premier arrêt sur les 3815 $. Donc on va attendre quand même d'avoir un développement d'une structure. Regardons les indicateurs techniques momentum qui passent en territoire négatif. Donc ça, c'est pas tip top. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je vais l'enlever. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus, en dessous pardon, de la résistance oblique baissière, ben, il n'y aura pas de miracle, bien évidemment. Est-ce que je peux tracer un support? Non, je ne peux pas tracer de support. Donc pour le moment, c'est un petit peu la descente aux enfers. Tant que on ne recassera pas la résistance oblique baissière par le haut, on sera dans une tendance baissière sur le S&P. Pareil sur le RSI, je vais peut-être tracer ici une résistance oblique vraiment pour qu'on sache un petit peu où on en est. Voilà, comme ceci. C'est vraiment ça qu'il va falloir casser. Voilà pour le RSI. Et pour William, on est dans la box verte. Voilà, on essaie de trouver un bottom dans la box verte, mais pas facile. Ici, je peux enlever ça, c'est plus d'actualité. Voilà, et essayons de ne pas aller dans la zone de survente et d'avoir un vrai double bottom ici, même si on n'a pas un vrai W, puisque le second creux est plus bas que le premier. Allez, affaire à suivre donc sur le S&P 500. La capitalisation boursière du Bitcoin, enfin de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies qui ressemble trait pour trait au graphique du Bitcoin, il faut le dire. En mensuel, regardez, on a préservé les 38,2% de Fibonacci. On passe en hebdo pour zoomer un petit peu. Et on voit qu'on est vraiment en train de former un W weekly. Pour le former, il faut casser les 2065 milliards de dollars de capitalisation. Pour le moment, on est toujours dans la zone de rechargement à l'achat qu'on est en train de quitter ici, sur les 61,8% de Fibonacci, au-dessus des 1863 milliards de dollars de capitalisation. On est pour le moment au-dessus. Donc pour le moment, on valide bien un creux plus haut que le précédent. Pareil pour les sommets. Donc pour le moment, c'est tout bon d'un point de vue de la théorie de dos. On va vraisemblablement aller tester la moyenne mobile à 20 séances, ce qui va nous donner un petit peu d'élan pour continuer notre ascension. Si vraiment on arrive à valider le W weekly, on sera tout bon et on validera tout simplement un bottom sur cette unité de temps. Regardons les indicateurs techniques qui arrivent également sur des supports. On valide ici ce petit W qu'on vient faire un petit wake-off check pour le retester. Donc ça, je vais enlever cette ligne de coup. Tout va bien. Donc maintenant, on va se mettre tout simplement à aller... Alors pourquoi elle ne veut pas s'enlever? Peut-être que j'en ai vraiment mis plusieurs, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a plusieurs là pour le coup. Ouais, j'en ai deux. Elles doivent être mises là sur d'autres unités de temps. Ça, c'est un petit peu le problème. Voilà, donc au niveau du momentum, toujours en territoire négatif, mais on valide un petit W. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller retester ici la résistance oblique baissière tout en haut. Au niveau du RSI, pareil, on est sur des bottoms. Regardez ici, W également. W qui est en train d'être validé. On va attendre la fin de la semaine pour valider ça. Pareil également sur William, W ici sur la zone de survente qu'on est en train de casser, donc ça c'est plutôt pas mal. Il faudrait casser la ligne de coup qui se situe ici, voilà, comme ceci.
Voilà, donc il va falloir casser les moins 72,14 points. Ici, je l'enlève, ça ne sert plus à rien. Je fais un petit peu le ménage aussi au niveau de mes points là. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits points qui traînent. Voilà, donc sur William, sur la capitalisation boursière, on attend un petit peu de valider ce W. Petit fléchissement au niveau de l'impression de stablecoin sur le secteur des crypto-monnaies. Regardez, en unité de temps hebdomadaire, on est en train de retester tout simplement ici la moyenne mobile à cette séance. Regardez ici, c'est la moyenne bleue qui est vraiment en train maintenant de piquer un petit peu du nez. Bon, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances ici, on reste toujours en tendance haussière. Mais voilà, cette semaine, elle est marquée vraiment par un petit peu moins d'impression de stablecoin que les autres semaines. Maintenant, regardez, hein, on est vraiment sur une tendance qui est très haussière. Allez, on passe au Bitcoin et à cette courbe que je partage avec vous depuis plusieurs semaines. La courbe bleue, c'est la courbe des Open Interest ici. Et la courbe jaune, c'est la courbe du prix du BTC tout simplement. Donc au 27 février, non. Au 1er mars, on est sur un Open Interest sur les 35 milliards de dollars pour un prix du BTC sur les 44 440 dollars. Voilà, donc vous le savez, il ne faut pas que les deux courbes se télescopent, sinon on est plus sur un top qu'un bottom. Là, elles se sont télescopées, donc prudence. Maintenant, elles se sont télescopées ici et on n'était pas sur un top. Quoique si, là, ici, on a fait un petit top. Donc attention ici. Il faut vraiment que les Open Interest commencent à baisser un petit peu pendant que le prix du Bitcoin, lui, remonte. Donc, à voir maintenant si le W Weekly va pouvoir se valider. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de monde qui regarde ce W Weekly. Donc, attention, si tout le monde pense qu'il va y avoir un W Weekly, c'est peut-être que justement, on va avoir un refus de cette ligne de coup, justement. Donc, vous le voyez ici sur le journalier. On le voit, hein, ce double bottom qui est vraiment en train de se mettre en place. Je vous rappelle qu'on est allé faire un petit tour dans l'ancien canal ici entre les 30 000 et les 42 000 dollars. Donc, bon, voilà, on est vraiment allé jusque dans le bas du canal, sur les 33 000 dollars. Et on est revenu au-dessus des 42 000 dollars. Tant qu'on reste au-dessus des 42 000 dollars, c'est plutôt encourageant pour la suite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc actuellement, vous le voyez, on est dans une espèce de range, hein, puisque la moyenne mobile à 20 séances, elle est relativement plate maintenant. Par contre, ce que j'aime pas beaucoup, c'est que on n'arrive pas à casser les 45 750 dollars. Regardez ici sur la mèche du 8 février, on a essayé de les casser, on n'y est pas réussi. Sur la mèche du 10 février non plus. Ici, on a fait un plus haut sur les 44 683 dollars. Donc ici, joli M. On redégringole dans l'ancien canal. On refait un double bottom. On repasse au-dessus. Et là, encore une fois, hier, on n'a pas réussi à casser les 45 823 dollars. C'est vraiment maintenant l'objectif pour les haussiers. Ça va être vraiment de pouvoir casser cette ligne de coup par le haut. Je vous rappelle également que si on regarde les Fibo, on a le premier arrêt sur les 46 702 dollars qui est vraiment très important. C'est-à-dire que tant qu'on reste en dessous, on a plus de chances de faire des plus bas que de faire des plus hauts sur le BTC. Donc voilà, là on arrive vraiment dans une zone dans laquelle il faut vraiment s'affranchir de ces niveaux-là pour aller pouvoir dans un premier temps retester la zone de rechargement de short entre les 55 000 et les 61 250 dollars sur le BTC. Donc voilà, on arrive un petit peu à la croisée des chemins. Regardons les indicateurs techniques en journalier. On est pas mal au niveau des indicateurs techniques. Regardez le momentum qui est repassé en positif, donc qui est dans la main des acheteurs, ça c'est plutôt pas mal. On a validé un énorme W avec la cassure par le haut de cette ligne de coup. Bon, elle a été assez laborieuse, hein, puisqu'on l'a cassé une première fois, on l'a réintégré une seconde fois, on l'a recassé, voilà. Donc ça a été un petit peu les montagnes russes, mais ça marque bien le fait qu'en ce moment, le marché joue un petit peu à aller chercher des stops. Voilà, tout simplement. Casser des stops, que ce soit au nord ou au sud. Au niveau du RSI, c'est timide, mais on est en train de casser
cette structure ici triangulaire, moi j'aimerais bien qu'on la casse de manière beaucoup plus franche parce que je voudrais pas qu'on ait une fausse cassure pour réintégrer la figure. Donc il faut vraiment qu'on arrive maintenant à continuer notre ascension et pourquoi pas aller retester la zone de surachat sur le RSI. Ça enverrait un signal assez fort puisque en plus c'est corroboré par le fait que pour William on est toujours dans la zone de surachat. Ça pour moi c'est très 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 encourageant. J'accorde pas mal de crédit à William lorsque William est dans la zone de surachat et que les autres indicateurs on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas voilà, on a des indicateurs techniques qui valident des W, que ce soit le momentum, le RSI, William qui est dans la zone de surachat et en plus avec des spreads qui restent toujours négatifs. Donc pour moi ça reste encourageant, mais je me mets un petit bémol par rapport au premier arrêt et par rapport à la ligne de coup qu'il faudra à un moment ou à un autre qu'on arrive à casser. Et au plus on échoue, au plus on a le risque de repartir vers le sud. Donc attention à cela. Voilà. Au niveau de l'order flow, en hebdo, ici, on voit qu'on a un spread qui est toujours négatif depuis maintenant la fin de l'année dernière, 29 novembre 2021. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des taux d'intérêt, il repasse en positif, mais la semaine dernière, on a été bien dans le négatif, ce qui veut dire qu'on a eu beaucoup d'achats sur le spot et très peu sur les contrats dérivés, mais cette semaine, ça a l'air de repartir sur les contrats dérivés, même si on a quand même une valeur qui est relativement faible. Et au niveau de l'open interest, globalement, on reste toujours sur une tendance haussière, même si voilà, on a marqué un top ici sur les 194K. Actuellement, on est sur les 166K. Voilà. Donc, toujours une dynamique haussière pour les open interest. Ça veut dire qu'on a toujours des positions qui s'ouvrent sur les contrats dérivés. Et donc, le train est toujours pas prêt de s'alléger. Et c'est pour ça que pour le moment, tant que le train ne s'allège pas, on ne peut pas monter de manière très durable. Voilà, je voulais terminer l'analyse technique avec l'analyse de quelques altcoins comme le BAT. Alors de manière générale, tous les altcoins ont bouffé leur creux, ça c'est vraiment très négatif. Par contre, ce qu'il y a de positif, c'est que je vous ai tracé tous les Fibos depuis les bottoms jusqu'au top et regardez, à chaque fois on est dans la zone de rechargement à l'achat, que ce soit pour le BAT, où actuellement on est entre les 47 centimes et les 78 centimes. Donc pour le BAT, on est dans une bonne zone d'achat. Il y a plus intérêt à acheter des zones de rechargement à l'achat que de les vendre. Et en plus, on est dans une potentielle pattern de retournement, puisque regardez, la bougie de la semaine dernière a fait un plus bas et on est en train de casser par le haut, le plus haut de la bougie de la semaine dernière. Donc si ça se confirme en fin de semaine, on aura peut-être un gros bottom sur le BAT. Pareil sur le Chiliz, ici regardez, on est sur les 19 centimes, pour pas dire 20 centimes. On voit également un double bottom, même si celui-là ne me plaît pas du tout, puisque regardez, en fait, on a un second creux qui est plus bas que le premier, donc ce ne serait pas un vrai W. Au contraire de XRP qui lui ressemble beaucoup au BTC, regardez, le creux là et un second creux ascendant. Là aussi, on a une pattern de retournement si on arrive à clôturer au-dessus des 81 centimes d'ici dimanche soir, 20h heure américaine. Par contre, sur RSR, c'est dur sur RSR. On est même en dessous de la zone de rechargement à l'achat, donc c'est vraiment la seule bonne nouvelle pour RSR, c'est la localisation, parce qu'on est vraiment en dessous des 88,6% de Fibonacci. Donc voilà, 1 centime 40, c'est vraiment du pain béni sur RSR. Par contre, on n'a pas de structure de retournement. Donc à moins que l'on clôture au-dessus des 1,54 centimes de dollars d'ici dimanche soir 20h, auquel cas on aurait une pattern de retournement. Mais il faudrait quand même avoir une formation d'un W sur RSR, chose qui n'est pour le moment pas le cas. Voilà, donc les altcoins un petit peu dans la détresse. Je pense que si on arrive à avoir un BTC qui repart en tendance haussière, à ce moment-là, derrière, on aura peut-être une petite altcoin season qui permettra justement aux altcoins de reprendre du poil de la bête, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, donc prudence. Voilà.
Mon portefeuille qui déguste un petit peu, qui est valorisé à 33 500 $, ça fait 107% de ROI, ça fait 18 800 $ de plus-value depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $ sur ce portefeuille. J'ai une soixantaine d'actifs, j'ai toujours ETH, XRP, BAT, REP, RSR, un peu trop exposé sur ces actifs-là, donc il faut que je réduise mon exposition. Et j'attends pour cela, eh bien, tout simplement un retour sur la zone de rechargement de short sur ces 5 actifs pour pouvoir m'alléger un petit peu. Voilà, on termine cette vidéo lentement mais sûrement avec les dernières actualités. En Corée du Sud, 185 millions de dollars qui sont débloqués pour développer le métaverse. Binance qui refuse de bloquer les comptes des Russes malgré la pression exercée par l'Ukraine. Faut pas oublier que Binance est quand même détenu par un Chinois et que bon, les Chinois sont plutôt les alliés des Russes, donc ceci peut-être explique cela. eBay qui serait sur le point d'accepter les paiements en crypto-monnaie, ça c'est plutôt sympa. La valorisation du Bitcoin qui est désormais plus élevée que celle du rouble russe, ça c'est surtout logique avec le conflit actuel. L'exchange sud-africain VALR qui lève 50 millions de dollars dans un tour de série B. Les États-Unis qui invitent les plateformes d'échange de crypto à empêcher les Russes d'esquiver les sanctions. Tu m'étonnes, hein, les États-Unis sont les premiers ennemis des Russes, donc c'est tout à fait normal qu'ils déclarent ça. L'université de Cambridge qui mène une étude globale des crypto-monnaies aux côtés du Fonds monétaire international et de la BRI. L'Ukraine qui accepte désormais les dons en token DOT de chez Polkadot. On a FTX qui débloque jusqu'à 1 milliard de dollars pour créer un fonds à vocation philanthropique. On a la Russie qui ne pourra pas contourner les sanctions avec les crypto-monnaies. Ça, c'est plutôt l'avis de quelques experts. La SEC qui demande un nouveau délai pour trouver le fondateur de BitConnect. L'Ukraine qui va réaliser un airdrop pour ceux qui ont envoyé des dons en crypto-monnaie. Ça, c'est plutôt sympa. Uniswap qui permet désormais de faire des dons pour aider l'Ukraine. Sympa également. Pourquoi les frais sur ETH sont-ils au plus bas depuis 6 mois? Peut-être que voilà, la version 2.0 qui est en train d'être mise au point est en train justement de résoudre ce fameux problème qu'il y avait sur le réseau ETH, à savoir que les frais étaient étaient vraiment trop élevés. Donc si on est en train de corriger ce problème, autant vous dire que la valeur d'ETH risque de monter dans les mois, voire les années à venir. Airbnb qui confirme son intérêt pour le BTC et les crypto-monnaies, ça c'est plutôt sympa. Moi ça me plairait, hein. Je suis un gros client d'Airbnb puisque je voyage pas mal, et donc si je pouvais payer en crypto, ça serait vraiment hyper cool. Et enfin, pour finir et pour conclure, l'Ukraine qui peut désormais recevoir des dons effectués en Dogecoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!